Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, on a plein de temps, c'est génial, on fait plein de trucs. Ces dernières semaines, on n'a pas sorti beaucoup de vidéos parce que, en fait, simplement, ça a beaucoup tourné et, du coup, je passais plus de temps, évidemment, à travailler derrière qu'à travailler ici devant vous. Mais ça ne veut pas dire que vous ne m'aviez pas manqué, bien entendu, vous m'avez manqué énormément. Qu'est-ce que je vous aime. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des idées reçues, voilà, des petites idées reçues que je vois tourner dans la tête des uns et des autres, et des choses qui, par moments, me laissent complètement indifférent, et par moments me font hérisser le poil au point que j'en suis à m'arracher la peau, la langue, voire même que je saigne des oreilles. La première idée reçue, c'est quelque chose que j'entends, si ce n'est pas une, si ce n'est pas 100, c'est que c'est 1000 fois par jour. Il s'agit de ce fameux câble, cette fameuse prise, que certaines personnes appelleraient... fonction D-tape. Non. Cette prise-là ne s'appelle pas D-tape ou D-tape, elle s'appelle D-tape. Ou D-tape. Elle s'appellerait tape s'il y avait un E après le P. Bon sang, mais il n'y a que moi qui ai écouté ce jour-là en anglais. Le A précédant une consonne se prononce A, à moins que cette consonne soit suivie d'une voyelle. Dans ce cas-là, il se prononce E. Donc ça se dit D-tape en anglais. D-tape. 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 Ou D-tape en français. D-tape. Mais certainement pas D-tape. J'ai jamais entendu ça. Enfin, faut arrêter les bêtises. Alors, certains Anglais appelleront ça P-tape ou P-tape. Pour ma part, je pense que le P-tape serait plus le femelle et le D-tape serait plus le mâle, c'est-à-dire celui de l'accessoire, alors que le P-tape serait plus celui qu'on trouve sur la batterie. Mais j'accepte bien entendu qu'on appelle malgré tout la prise de la batterie le D-tape ou le D-tape, mais pas D-tape ou D-tape. Voilà, ça vous évitera d'être sorti de la salle de test à coups de pied dans le derche et de voler jusque dans le trottoir. Voilà, parce que même si à Puzzle, on n'est pas méchant au point de tirer la chasse en pleine nuit, il faut quand même pas nous chercher. Une autre misconception consiste à appeler... Enfin, misconception, excuse-moi. Méconception. Parce que vu que je vous fais la leçon sur le français-anglais, bon... Et non, parce qu'en fait, je ne fais pas la leçon sur le français-anglais. J'explique simplement aux gens comment parler correctement anglais quand il y a le parler anglais. Et de ne pas parler une langue qui n'existe pas. D-tape, ça n'existe pas. Une misconception, disais-je, c'est d'appeler ces petits volets des bandors. Alors je pense que la première personne qui a dit « Oh, tiens, t'as qu'à me fermer un peu les bandors », je pense qu'il était forcément doté de cet artefact magique qu'on appelle, bien entendu, la dyslexie. Il manquait la possibilité à ses yeux de capter la lettre R lorsqu'elles étaient subrepticement... C'est à mon tour d'être un peu dyslexique sur les bords, mais on s'est tous compris. Putain la vache, je suis là pour vous faire la leçon ou pas? Merde, arrêtez de vous foutre de... Bon, lorsqu'elle s'était malicieusement glissée entre deux autres consonnes. Et donc, effectivement, on ne dit pas bandor, mais on doit dire barn d'or. Les portes de la grange. Alors, évidemment, c'est pas un mot qui est très joli à entendre. Il vaut mieux dire bandor en français plutôt que barndor, un peu à l'allemande, comme ça veut dire qui agresserait légèrement les oreilles. Cependant, pour les personnes qui sont au courant de l'appellation exacte, le mot qui fait saigner les oreilles, c'est plus bandor que barndor. Mais comme évidemment, moi-même, je suis un petit peu dyslexique sur les bords, je ne vous en voudrais pas si vous dites bandor dans la salle de test plutôt que barndor. Voilà. Vous ne subirez pas notre coup. Je ne dis pas que vous ne recevrez pas un petit coup de monopode dans les testiburnes ou, si vous n'en avez pas, éventuellement un petit taquet derrière la tête, mais rien de bien grave qui ne saurait empêcher la réalisation de votre tournage à venir. Ah, alors par contre, autre chose qui peut vous valoir un coup de pied de 1000 ou de U126 derrière la tête à full puissance. C'est quelque chose que j'ai trop vu sur les tournages. On dit souvent il faut fermer les valises. Je suis pas d'accord sur un tournage, vous n'êtes pas obligé de fermer les valises. C'est pas vrai. Voilà, ça, misconception. Vous n'avez pas besoin de fermer une valise. Vous pouvez la laisser grande ouverte. Vous pouvez également la rabattre et enclencher les sécurités pour fermer le couvercle. Mais surtout, ne faites jamais simplement le rabattage de couvercle, puis après vous barrez. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe si jamais vous rabattez simplement le couvercle? Hop, doucement. Jean, tu peux venir ici, mon petit, s'il te plaît? C'est toi qui as fait ça? Ouais, ça, ouais. On t'a dit de pas faire ça! Et bien au moment où on attrape la valise, elle s'ouvre et tout son contenu, bien entendu, se répand sur le sol. Voilà, donc si vous voulez finir votre tournage
ou votre stage chez Puzzle Vidéo. Ne faites surtout pas cette erreur grossière. Alors quelque chose aussi que j'entends énormément, c'est pour aller sur les tournages, il me faut mon laserman, nanani, nanana, voire même des personnes qui disent il me faut pas de matos, juste une pièce pour le... Alors, oui et non. Pour le coup, après avoir tourné un petit peu, c'est vrai que dans le poste, en tout cas chef op, et même assistant cam, il m'est arrivé très rarement d'utiliser la pince des laserman. Donc voilà, laserman c'est ça, c'est un outil multifonction, il y a des couteaux, il y a une pince coupante, serrante, il y a des tournevis. Et en fait, en vérité, ce qu'on utilise le plus, c'est le tournevis, là. Et alors, c'est le tournevis le moins efficace du monde. Pour utiliser l'option tournevis, il faut faire d'abord une ouverture complète du truc, aller l'ouvrir, le déverrouiller, le refermer, hop, 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 serrer. En plus, au niveau de la jonction ici, c'est pas super solide, donc bien souvent, vous serrez fort, mais ça sert pas très bien la plaque, vu qu'il y a une sorte de flex qui apparaît là. Et après, pour le rentrer, bah écoutez, ma foi, c'est pas très compliqué. Vous l'ouvrez, hop, et vous le rentrez et vous refermez votre bousin. Honnêtement, c'est l'opération la plus chiante et lente du monde. Ça et une dissertation en 16 pages sur l'utilisation de l'inconscient collectif dans les films de Jean-Claude Van Damme. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser le tome-pouce et d'avoir toujours ça à portée de la main. Et encore mieux que le tome-pouce, ce petit outil multifonction de chez SmallRig qui est vraiment top. Voilà, alors on en a en 2 modèles. C'est des outils, on en offre un à nos stagiaires quand ils viennent. Alors, l'avantage de ces outils-là, déjà, effectivement, on a un tournevis plat, voilà, qui marche bien, mais également, on a toutes les autres clés dont on peut avoir besoin. Donc, principalement de la clé BTR en métrique et en impérial, comme ça, on couvre la plupart de toutes les vis qu'on rencontre dans le milieu du cinéma, mais également un Torx qui est utilisé chez Red et un tête cruciforme. Ça aussi, c'est très, très utile. Mais moi, ce que j'aime bien dans celui-là, même s'il présente exactement les mêmes fonctions, c'est que le tournevis, il est là. Et il est trop bien. On vous mettra le lien de ces 2 trucs. C'est pas forcément donné. On pourrait se dire c'est SmallRig donc c'est pas cher. C'est pas donné, mais pour moi, je sais que je me sers 1000 fois plus de ça, notamment pour le tournevis et toutes les vis avec des têtes BTR qui existent, les clés Allen, hein, les BTR, plutôt que le laserman. Je me sers pas tant de ça du laserman. Ça veut dire que c'est inutile. Hein. Ça peut vraiment être cool d'avoir une pince sur un tournage ou un couteau, mais en vérité, vous allez plus souvent avoir besoin des BTR et du tournevis que de la pince et du couteau. Ah, autre chose. Souvent, on a tendance à dire il n'y a pas beaucoup de lumière. Monte un peu les ISO là, vas-y. Monte. Et alors aussi contre-intuitif que ça peut paraître, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En tout cas, pour préserver les basses lumières, il faut pas monter les ISO. Et oui. Et c'est ça qui est ouf. De la même manière que quand vous êtes en extérieur en plein soleil, il ne faut pas descendre les ISO si on veut préserver les hautes lumières. Et là, vous dites, j'ai mal compris ce qu'il m'a dit. On va pas monter les ISO dehors en plein soleil. Eh ben si. Mathieu Misiraka, dans sa vidéo que je ne retrouverai probablement pas, mais que je vais mettre dans un coin ici, vous en parlera plus en détail. Mais sachez que la répartition de la plage dynamique de votre capteur n'est pas égale en fonction de l'ISO que vous choisissez. Je m'explique. Prenons une caméra lambda qu'on va appeler la caméra Piezo. Cette caméra a un ISO natif de 800. À 800, on a n'importe quoi, 14 diaph de dynamic range. On a 7 diaph vers les hautes lumières jusqu'à ce que ça écrète et 7 diaph dans les basses lumières jusqu'à ce que ce soit complètement enterré. Maintenant, lorsqu'on va monter nos ISO et monter à 1600 ISO, ce qui va se passer, c'est que même si on va être plus lumineux, on va avoir à présent la répartition de la plage dynamique de manière complètement différente. On va se retrouver à présent avec 8 diaph dans les hautes lumières et 6 diaph dans les basses lumières. Ainsi, on aura plus d'informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Si on continue à monter, qu'on monte, je ne sais pas, à 6004, on va avoir naturellement plus de plage dynamique dans les hautes lumières avec une répartition du diaph qui va être 10 d'un côté, 4 de l'autre. Et donc du coup, ainsi, tout ce qui va être les hautes lumières, les reflets, le ciel, les nuages, éventuellement un visage un petit peu trop éclairé, on va pouvoir conserver beaucoup plus d'informations là-dedans. De la même manière, si on va à l'inverse et qu'on descend notre plage dynamique, on se retrouve avec beaucoup plus d'informations dans les basses lumières. À 200 ISO, 400 ISO, on aura une répartition de la plage dynamique qui sera à l'avantage des basses lumières. Donc, en baissant nos ISO, on va garder plus de répartition de plage dynamique dans tout ce qui va être le sombre.
les ombres, t-shirt noir, tout ça. Alors évidemment, c'est un petit peu contre-intuitif de penser comme ça, bien entendu. Et si vous pensez qu'il n'y a que la caméra Pixel qui fait ça, non, regardez, chez Sony, c'est la même chose. Chez Arri, c'est la même chose. Chez Blackmagic, c'est la même chose encore. Non, c'est toutes les caméras agissent comme ça. Il n'y a que Canon avec son DGO qui est un petit peu différent et qui est un petit peu atténué de ce côté-là. Mais sinon, toutes les caméras fonctionnent pareil. Donc, normalement, quand on tourne, on essaye de toujours de rester à l'ISO natif de la caméra. Si c'est 800, restez à 800 et puis mettez plus de lumière si besoin, si vous pouvez contrôler la lumière. Ou alors, sinon, utilisez des filtres ND, s'il y a trop un niveau lumineux trop grand de manière générale. Autre chose, ça se fait d'exposer à 1600 en extérieur, alors que la caméra est à 800. Il y a beaucoup de chefs opérateurs, notamment en Alexa, qui font ça, qui leur permet de pouvoir assurer une plus grande plage dynamique en extérieur pour protéger, enfin une grande plage dynamique dans les hautes lumières, pour protéger un petit peu justement toutes ces hautes lumières. Donc à 1006, ça se joue, pas de problème. Ah, un truc qui me fait plaisir et hurler de rire, c'est il faut un bon objectif pour faire de bonnes images. Eh ben non, perdu. Pas du tout, non. En fait, il n'y a rien de plus subjectif que les objectifs. Ben non, mais je l'ai calé exprès celle-là. Je l'ai préparée depuis un petit bout de temps. En vérité, il n'y a pas de bon objectif qui va faire une bonne image. C'est un truc qu'on entend quand même quand on fait les devis ou au téléphone, mais il dit « Ouais, je sais pas, tu pensais quoi en bon objectif ?» Ouais, je sais pas, tu veux quoi comme un bon objectif? C'est quoi? C'est un objectif qui vaut 15 000 et qui est genre bien redressé, très piqué, donc sharp, quoi, défini, avec beaucoup de contraste, très peu de flair, pas d'aberration chromatique, pas de vignettage. C'est quoi un bon objectif? Et en vérité, dans tout ça, il n'y a pas une valeur qui est plus importante qu'une autre. On peut chercher un objectif qui soit piqué mais qui vignette. On peut chercher une optique qui soit très douce, pas très piquée et qui ait plein de flair. Et il n'y a pas besoin d'un bon objectif pour faire une bonne image. Il faut simplement sélectionner le bon objectif pour faire la bonne image qui correspond à ce qu'on a envie de tourner. Pas besoin d'avoir des objectifs à 15 000. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a une recrudescence maintenant de tous les vieux objectifs qui ne coûtaient pas très cher et qui en fait sont parfaitement bien à l'heure actuelle, alors qu'ils sont bourrés de défauts. Mais ça, on en parlera probablement du coup dans le courant de l'été. On fera une série de live sur le problème des objectifs et sur la conception qu'on a des objectifs sur lesquels il faut qu'ils soient absolument magnifiques pour faire des belles images. Non, chaque objectif parle, raconte quelque chose, et plus l'objectif vit, et plus l'image risque d'être belle, mais à la seule condition que ce qu'elle raconte soit en phase avec ce que vous voulez raconter. C'est à moi ça? Ouais, que je le rende. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, que vous aimez le temps qu'on passe à les préparer, les mettre en scène, les monter, les uploader, faire les petites infographies, tout ça, parce que ça prend du temps. Et c'est pas la YouTube Money qui paye ça, c'est purement notre passion. Eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu, à envisager de vous abonner pour apprendre encore plein de trucs sur des caméras, sur les tournages et tout par la suite. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! C'est bon? J'appelle mon conseiller financier maintenant. Apparemment, je suis milliardaire. Ah! Si vous êtes encore là, les amis, faites une petite phrase en utilisant n'importe quelle crypto-monnaie qui m'a rendu milliardaire dans les commentaires. Et je regarde ça. Parce que vous êtes les vrais. Alors maintenant que je suis milliardaire, je crois que je vais pouvoir me racheter un autre GH4 des familles. Trop bien!